Alors vous le savez, en cette fin août, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la plupart des prétendants à la présidentielle font leur rentrée. Et il y a un sujet qui a cristallisé ce début de campagne, c'est Mayotte. Mayotte, encore une fois au cœur du lancement de la campagne présidentielle. Édouard Philippe, on l'a suivi, y est allé ce week-end. On peut le lire, il a retrouvé d'ailleurs des accents droitiers. Suspension du droit d'asile, suspension du droit du sol, moratoire sur le regroupement familial. Bref, le ton est ferme, ce qui a déplu d'ailleurs à Jean-Luc Mélenchon. On a vu ce débat à distance, le duel autour de Mayotte. Mais derrière les annonces, une question revient. Est-ce qu'au fond, on est dans une vraie politique ou dans un concours de slogans? On va s'interroger. Mayotte, on en parle régulièrement à chaque campagne présidentielle et on voit que la réalité du terrain, elle, ne change pas vraiment. Alors pour démarrer, je vous propose de faire le point avec Corentin Alonso qui nous a rejoint. Corentin, bonsoir. On va faire le point sur les différentes mesures pour Mayotte proposées par les différents partis. Oui, et partons d'abord du centre où le gouvernement de François Bayrou a fait voter il y a désormais un an une loi Mayotte pour reconstruire l'île après le passage du cyclone Chido. D'ailleurs, Sébastien Lecornu va se rendre sur place la semaine prochaine pour faire un point complet sur cette loi Mayotte et sur son avancement. Un budget donc de 4 milliards d'euros est dédié donc à la reconstruction de Mayotte, utilisé entre autres pour moderniser le réseau d'accès à l'eau, accélérer la construction d'écoles, renforcer les effectifs de policiers et de gendarmes, créer notamment aussi un deuxième centre pénitentiaire sur l'île. Enfin, donc le lancement des premières phases pour la création d'un grand aéroport à Mayotte est notamment donc envisagé d'ici 10 ans. Et ce qu'on constate, donc je le disais, c'est qu'en ce début de campagne, Mayotte est toujours le département le plus pauvre de France et ça devient un sujet majeur. Oui, ce week-end, Édouard Philippe a durci sa position, notamment sur la question migratoire. Pour résoudre le principal problème mahorais, le candidat Horizon veut couper les vannes de l'immigration sur le territoire. Pour cela, il a fait plusieurs propositions. Il souhaite interrompre les demandes d'asile et le regroupement familial, mais aussi suspendre le droit du sol pendant la durée du futur quinquennat. Enfin, il veut renforcer la présence maritime de l'État pour lutter contre l'arrivée, vous le savez, des bateaux clandestins venus des Comores. À sa droite, Bruno Retailleau partage cet objectif et veut pour cela, lui, organiser un référendum sur l'immigration, nécessaire selon lui pour contourner les potentiels blocages juridiques. Le candidat des Républicains veut aussi durcir la position de la France à l'égard du pays voisin, des Comores, pays qui conteste la souveraineté française sur Mayotte, mais cela ne l'empêche pas de percevoir de l'aide publique au développement. Bruno Retailleau voudrait, lui, conditionner justement cet argent français à une coopération sur l'immigration. Sur le plan économique également, le Vendéen propose une stratégie de développement de 5 à 10 ans. De son côté, le Rassemblement national, premier parti en voix sur ce territoire de Mayotte, propose de supprimer le droit du sol définitivement, mais pas qu'à Mayotte, dans toute la France. Marine Le Pen veut également expulser les OQTF et démanteler rapidement les camps de migrants illégaux dans le département de Mayotte. Enfin, comme l'ensemble des partis du spectre politique, le Rassemblement national veut investir dans les infrastructures publiques pour remettre donc à niveau après des infrastructures publiques saturées notamment par cette pression migratoire. Et puis finissons par la gauche, Corentin, qui pourrait lors de questions de durcir les règles, d'ailleurs au contraire. Oui, pour LFI, mais aussi le PS, ils défendent la mise en place de l'aide médicale d'État à Mayotte, car le dispositif n'est pas en vigueur dans le département. Et contrairement à la droite, ils refusent de toucher au droit du sol et plus généralement à l'ensemble des droits des étrangers. Ils défendent également la scolarisation des enfants, peu importe le statut. Enfin, hier, Jean-Luc Mélenchon a expliqué qu'il fallait avant tout discuter avec le gouvernement des Comores si l'on voulait résoudre la crise migratoire. Merci beaucoup, Corentin, pour toutes ces précisions très intéressantes, ce qui va nous permettre maintenant d'entendre ce que veulent précisément les habitants de Mayotte. Salim Naouda, premier vice-président du collectif des citoyens de Mayotte, est en liaison avec nous. Salim Naouda, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On a suivi avec vous, notamment ces dernières heures, la visite d'Édouard Philippe, le duel à distance entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. On vient d'entendre toutes les mesures proposées par les différents partis politiques. Ma question, elle est très simple pour démarrer. Vous, en tant qu'habitant, qu'est-ce que vous demandez concrètement à l'État aujourd'hui? Et d'ailleurs, quelles sont les mesures qui vous semblent les plus ajustées aujourd'hui pour faire face à la crise majeure que vous traversez?
Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que Mayotte en a assez pour des slogans politiques. Ce que Mayotte attend aujourd'hui, ce sont des actions. Il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un projet concernant l'aéroport ou la piste de Mayotte. C'est une histoire que nous avons depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y a des études qui ont été faites sur la Petite Terre. Aujourd'hui, ils ont changé de site vers la Grande Terre. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas des slogans, c'est la réalisation de cet ouvrage pour Mayotte, pour la zone. Parce qu'il faut désenclaver Mayotte. Et quand je parle de désenclavement, il faut que l'aéroport soit réellement construit pour permettre aux gros porteurs d'arriver sur Mayotte et réduire le coût des billets d'avion pour les Mahorais. Il faut développer le port aussi, que ce soit un grand port maritime, parce que tout arrive par le port. Plus de 95% des produits consommés dans le département arrivent par le port. Donc ces deux infrastructures sont essentielles pour le département. Si certains parlent de l'immigration comme étant un point essentiel, oui, c'est un point essentiel pour Mayotte parce qu'il faut combattre l'immigration. Mais combattre l'immigration ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres investissements pour les départements. Nous avons besoin d'un centre hospitalier digne de ce nom pour permettant l'accueil de l'ensemble des Mahorais qui vivent dans ce département et ne pas être obligés de s'expatrier soit à La Réunion ou dans l'Hexagone pour se faire soigner. Nous avons besoin des écoles parce que la plupart de nos enfants, certains d'entre eux sont obligés de partir dans un autre territoire pour suivre une éducation normale. La sécurité, c'est quelque chose d'essentiel et prioritaire pour nos enfants et pour nous-mêmes, les adultes qui vivent dans ce département. Nous avons besoin aussi de développer l'ensemble de nos services publics. Il y a l'eau, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est à accentuer parce qu'il faut des mesures fortes pour répondre aux besoins croissants de la population, aux besoins croissants des Mahorais. Il faut revoir aussi la politique de l'énergie à Mayotte parce que Mayotte est le seul département où EDF n'intervient pas comme État acteur principal de l'énergie à Mayotte en matière de l'électricité. Donc nous avons besoin de l'intervention directe et permanente d'EDF et non des interventions ponctuelles. Nous avons besoin aussi du système éducatif parce que nous avons des écoles qui sont aujourd'hui d'accueillir plus d'enfants que les capacités initiales. Donc, il faut développer l'école. Il ne faut pas qu'on nous dise à chaque fois qu'on va faire à travers des slogans. Et puis après, une fois que les campagnes sont finies ou une fois qu'une crise sociale s'arrête, on oublie tout ce qui a été dit pendant la période donnée. Donc, les Mahorais ont besoin d'un chef de l'État qui tient parole. Nous avons besoin d'un gouvernement qui tiendra parole, qui acceptera de travailler avec les élus locaux, parce que Mayotte ne peut pas mieux être connue que par les Mahorais eux-mêmes qui vivent dans ce département. Et ce n'est pas Paris qui doit dicter ce qui doit être fait à Mayotte. Donc, il est temps à ce qu'on prenne nos politiques localement comme étant des adultes capables de savoir l'avenir et la construction de leur département. Donc, il est temps à ce que les slogans s'arrêtent, à ce que les mensonges finissent, parce qu'en 2018, on nous avait promis 1,6 milliard d'investissements, on ne l'a pas vu. Récemment, avec le cyclone Chido qui est passé, on nous promet 4 milliards, mais on ne sait pas si ça sera consommé ou pas. On nous promet plein de choses, mais malheureusement, on ne voit pas la couleur de ces investissements qui doivent être utiles ou qui sont utiles pour le développement de Mayotte. Donc, il est temps à ce que les slogans finissent. C'est ce que les Mahorais attendent en urgence. La sécurité, la santé, l'éducation de nos enfants, des services publics dignes de ce nom, avec l'intervention des entreprises publiques comme EDF et autres, pour assurer une continuité d'un vrai service public dans nos départements. Message reçu. Merci Salim Naouda d'avoir accepté notre invitation. On a suivi ces dernières heures donc la venue d'Édouard Philippe et la situation. Et on comprend bien aujourd'hui que vous en avez ras-le-bol des slogans. Et ce que vous demandez, c'est des mesures très concrètes. On va parler de l'immigration dans un instant après la pause, puisqu'il y a ces nouvelles images chocs en Espagne, immigration à Mayotte, mais aussi sur le continent européen, et notamment cette crise migratoire en Espagne. Alors, quelles conséquences pour la France? D'où viennent d'ailleurs ces migrants? Eh bien, on va en parler dans un instant sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.
Et de retour dans Punchline, était sur CNews et sur Europe 1. Il y a un instant, nous parlions de la situation à Mayotte, notamment liée à une pression migratoire absolument insupportable pour les habitants. Pression migratoire également en Espagne. C'est le feuilleton inquiétant depuis ce début du mois d'août. La crise migratoire qui se poursuit. On va voir sur ces images, et je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, ce bateau pneumatique qui quitte une plage près de Carthagène, c'est dans la région de Murcie. À son bord, des passeurs qui déposent une cinquantaine de migrants. En seulement 3 jours, au moins 110 personnes, figurez-vous, en situation irrégulière, ont débarqué sur les côtes de cette région. Alors il faut le dire, situé à plus de 200 km des côtes africaines. On n'est pas à Ceuta. On va retrouver sur place nos envoyés spéciaux, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Thibaut, bonsoir. Vous suivez pour nous donc cette crise migratoire en Espagne depuis plusieurs jours maintenant. Et ce que l'on observe vraisemblablement, c'est que les passeurs, ces fameux passeurs, ont changé de stratégie. Il y a plus de distance, plus de risques. Absolument, on peut presque parler d'une nouvelle route migratoire puisque, vous l'avez dit, ce chiffre il est impressionnant. En 3 jours seulement, plus de 110 migrants ont réussi à poser le pied dans cette région où nous nous trouvons avec Fabrice Elsner, la région de Murcie, qui est pourtant très éloignée, à plus de 200 km des premières côtes africaines, 450 km de Ceuta. Et pourtant, on observe donc ces derniers jours des bateaux qui ont réussi à atteindre les côtes du continent espagnol. Plusieurs explications. On peut penser que les passeurs n'hésitent pas à allonger les distances parce qu'il y a une concentration très importante des gardes-côtes espagnols dans le détroit de Gibraltar où la distance entre Ceuta notamment et le continent espagnol est beaucoup plus courte. Mais également dans cette région, il y a, comme en Andalousie, une activité maraîchère très importante. Une activité maraîchère qui est connue pour être peu regardante sur la main-d'œuvre qu'elle embauche. Vous savez, ce sont ces gigantesques serres de fruits et légumes qu'il y a également dans cette région. Et donc, il y aurait du travail pour ces clandestins qui sont déposés par ces réseaux de passeurs. Alors, ça provoque évidemment la plus grande colère de la part des responsables politiques de la région, notamment le président qui s'est exprimé et a affirmé que c'était une situation totalement inacceptable et a demandé au gouvernement d'envoyer des renforts supplémentaires pour surveiller les côtes notamment de cette région qui se trouve beaucoup plus au nord par rapport à l'Andalousie. Également, eh bien, le président, un responsable de la droite espagnole s'est exprimé. Un sénateur également a demandé la démission d'ailleurs de l'équivalent du préfet ici dans cette région parce que selon lui, il est totalement incapable de gérer cette situation. Et enfin, une dernière information et qui agite encore plus la colère des habitants de cette région, c'est que la vedette d'intervention rapide de la Guardia Civile, il n'y en a qu'une seule ici en Espagne, elle est actuellement en panne. Et ça, évidemment, c'est inacceptable pour ces habitants que nous avons pu rencontrer avec Fabrice Elsner, ce qui attise encore plus cette colère ici. Eh bien, ce sont ces arrivées quasi quotidiennes depuis quelques jours, même si, il faut le dire, la grande majorité des personnes qui ont touché le sol espagnol, notamment dans cette région, ont été interpellées par la Guardia Civile. Non, Thibaut Marcheteau, crise migratoire, crise politique. Des interpellations, malgré tout, il y a quelques jours, aussi 5 personnes interpellées, vraisemblablement des passeurs. Absolument, et d'ailleurs on comprend l'intérêt du gouvernement espagnol à communiquer. C'est la police qui a affirmé il y a quelques jours qu'elle a réussi à interpeller 5 personnes qui sont soupçonnées d'être membres d'un réseau. On peut parler même d'une mafia qui organise un trafic d'êtres humains, donc des traversées entre Ceuta et l'Andalousie. 5 personnes interpellées qui demandaient entre 8 et 9 000 euros par personne pour faire ces traversées. Ils recrutaient des potentiels candidats à cette traversée dans les rues même de Ceuta. 5 interpellations donc, je vous le disais, 2 personnes à Ceuta, 2 personnes de l'autre côté du détroit de Gibraltar en Andalousie et une 5e personne qui a été interpellée alors même qu'il tentait une traversée. C'était le 14 août dernier. Il était à bord d'une embarcation composée de 7 migrants en pleine nuit d'ailleurs, dans des conditions météorologiques particulièrement défavorables. Les gardes-côtes espagnols ont réussi donc à intercepter cette embarcation. On sait donc que cette personne a été mise en examen et placée en détention provisoire. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner derrière la caméra, nos envoyés spéciaux en Espagne. Merci pour votre travail. On va aller plus loin avec
Antranik Kervokian, analyste international chez le Millénaire. Bonsoir Antranik Kervokian, merci d'avoir accepté notre invitation. On va essayer de comprendre avec vous ces nouvelles routes qui se dessinent vraisemblablement. C'est en tout cas ce que l'on peut comprendre, qu'il y a une véritable nouvelle stratégie des passeurs après cette arrivée massive de migrants à Ceuta. Bien sûr, et la stratégie se compose en plusieurs éléments. On a donc déjà la stratégie migratoire, c'est-à-dire l'objectif typiquement, par exemple, d'arriver aux côtes d'un pays européen, typiquement l'Espagne, et après d'aller en France. C'est tout à fait un des motifs. On a également la stratégie économique, vous l'avez mentionné, ça c'est tout ce qui est paiement. Donc chaque passeur, en moyenne, on l'a vu via votre émission, demande et réclame entre 8 000 et 9 000 euros, même si les conséquences ne sont pas garanties. C'est juste l'arrivée à bon port, si je puis dire, qui elle, est garantie. Et enfin, la sophistication des moyens des passeurs. Donc, en l'occurrence, les bateaux, donc les vedettes que vous avez mentionnées appartenant à la Guardia Civile ne sont pas forcément aussi performantes que les bateaux de grande vitesse utilisés par ces passeurs pour amener les migrants. Typiquement, on a vu qu'il y a des bateaux de type fantôme qui peuvent aller jusqu'à 100 km/h. Donc, autrement dit, aller de Oran, par exemple, si on prend l'exemple de l'Algérie jusqu'aux côtes du sud-est espagnol, ça peut se faire en quelques heures. Et la professionnalisation de ces passeurs est tout à fait fantastique. Le bateau arrive, accoste en 2 minutes. Ceci s'apparente quand même à une opération commando. Donc la professionnalisation et la sophistication des outils, en plus des volontés de trajectoire migratoire, nous inquiètent encore plus qu'avant. Oui, nous sommes en face d'une véritable mafia. Sur le profil de ces migrants, qui sont-ils, Antranik Kervokian, qui empruntent ces nouvelles routes vers l'Espagne? Est-ce que les populations de migrants diffèrent aujourd'hui? Vous savez, on a les chiffres de Frontex qui, à ce titre, sont super intéressants. Aujourd'hui, les franchissements illégaux sont majoritaires dans 2 endroits. Donc, on a la zone Méditerranée occidentale, donc avec l'Espagne du Sud, etc., etc. Et on a également toute la partie centrale, si je puis dire, qui fait référence à l'Italie. Donc, typiquement, par exemple, la partie Méditerranée centrale, je vous donne un chiffre, elle représente environ 37% de toutes les arrivées récentes. Donc ça, c'est les chiffres de Frontex que je vous donne. Donc l'Europe du Sud, comme vous l'avez dit indirectement, est en proie à de nombreux risques, donc à la fois migratoires, sanitaires, comme on l'a vu avec la plage d'El Trampolín à Ceuta. C'est une plage qui fait 140 mètres de long. Et il y a quelques jours, elle avait eu une grosse problématique, c'est la salubrité, puisque 3000 migrants avaient été de force retirés de cette zone, mais il en restait in fine 500, avec 2 toilettes disponibles. Donc toutes ces problématiques accumulées font que l'Europe du Sud aujourd'hui est devenue une véritable soupape pour alimenter les trajectoires migratoires vers toute l'Europe et pas uniquement l'Espagne. Karim Maloum, on a une hausse des arrivées algériennes. Vous êtes Thibaut Marcheteau aussi sur les côtes espagnoles de Murcie et d'Alicante. Qu'est-ce que cela révèle? Ça révèle qu'en fait, il y a toutes les possibilités pour des pays du Maghreb, soit d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, des pays du Sahel, de venir via l'Italie ou via l'Espagne. Mais aujourd'hui, ils ont choisi l'Espagne à cause de leur politique laxiste. Mais si on analyse très bien, tous les arrivants viennent des pays francophones. Ils ne viennent pas de l'Amérique latine ou de l'Amérique centrale qui a un lien avec l'Espagne. Ce sont tous des pays francophones. Qui ne sont pas très loin des côtes aussi. Et quand ils vont arriver en Espagne, tous ces personnes, ils ont des familles, des amis, ou pas en Italie, pas en Angleterre, en France. Il faut être précis. Aujourd'hui, le trafic qui s'exerce par ces réseaux de criminels, qui trafiquent avec les migrants, et de temps en temps, c'est des traites d'êtres humains aussi. Ils viennent des pays du Sahel. Et ça coûte très cher. Et la police espagnole a arrêté 5 personnes, dans lesquelles il est payé 9 000 euros pour traverser. Alors c'est énorme, 9 000 euros. 9 000 euros. Et c'est pas donné à tout le monde de le faire. Ce que je voulais dire par là, le trafic de migrants, de traite d'êtres humains, d'Afrique du Nord et du Sahel ne va pas s'arrêter. Ils vont continuer à venir par l'Espagne et par l'Italie. Aujourd'hui, c'est l'Espagne
le maillon faible, il passe par l'Espagne. Il faut prendre ça en considération, Alors, ce point. Arrêtons-nous sur ce point, justement, que vous soulignez, Karim Maloum. Antranik Kervokian est toujours avec nous. L'évolution de ces routes migratoires, est-ce qu'elle va renforcer la pression sur l'ensemble de l'Europe du Sud, mais j'ai envie de dire plus précisément sur la France, puisque Karim Maloum nous alerte à l'instant, il nous dit mais de toute façon ces routes migratoires, elles ont destination à aller jusqu'à la France. Donc vous l'avez dit quasi directement, c'est-à-dire que l'Espagne n'est pas la destination finale. On a évidemment une priorité, si c'est le cas des Algériens, et une prédilection pour la France typiquement. Mais en réalité, à l'échelle européenne, pour éviter d'aventures, vu les crises ponctuelles qu'on commence à vivre sur les côtes de Schengen, concrètement, c'est le renforcement des moyens de Frontex notamment, c'est-à-dire tout ce qui est garde-frontière, etc. Et d'ailleurs, à ce titre, la Commission européenne, dans son plan 2028-2034 pour Frontex, souhaite allouer, c'est un budget qui doit encore être validé, mais l'équivalent de 12 milliards d'euros, avec en sus l'équivalent de, je crois, je vous dis le chiffre tout de suite, c'est 10 000 gardes-frontières à l'horizon 2027. Donc ça, c'est déjà deux choses qui sont actées à l'échelle européenne. Maintenant, il faut que les États aient un travail de collaboration bilatérale parfait. Et à ce titre, l'Espagne, typiquement, très récemment, via Europol, mais également les équipes de la Guardia Civile, en août, ont quand même démantelé un réseau, je crois qu'il est important de le dire, qui supputait des bénéfices à hauteur de 24 millions d'euros. C'est un réseau de passeurs typiquement, avec des vedettes qui ont été interceptées, etc., etc. Donc le chiffre de 24 millions d'euros, il est quand même énorme. Et il est probablement, il est possible, pas certain, il faudrait vérifier suite au contrôle administratif qui est en train d'être fait sur les 62 migrants, vous savez, qui sont arrivés dans la région de Murcia. Il faudrait vérifier s'ils faisaient ou pas, si les passeurs qui ont un essai migrant faisaient partie ou pas du réseau qui vient d'être démantelé en début de mois par les autorités espagnoles. Donc, in fine, on a des moyens à l'échelle UE. 2, il faut que les États européens actent d'une collaboration bilatérale parfaite. Et 3, il faut bien entendu, via ce nouveau budget européen qui va être alloué, faire en sorte que les zones côtières aient beaucoup plus de moyens. Typiquement, des vedettes plus performantes, plus nombreuses. Vous avez mentionné le cas de l'Espagne et de la vedette quasi unique de la Guardia Civile, ce qui est quand même assez impressionnant et désolant. Merci Antranik Kervokian pour votre analyse, votre décryptage. Alors j'ai cette phrase en tête d'Édouard Philippe, général Bertrand Cavalier, qui en arrivant à Mayotte a dit « Ceuta, c'est le Mayotte français ». Ça résonne particulièrement lorsqu'on entend Karim Maloum, lorsqu'on entend Antranik Kervokian nous dire « la destination au fond c'est aussi la France ». Donc nous sommes directement concernés par ce qui est en train de se jouer là. Je crois que ce qui se passe à Mayotte oblige maintenant des hommes politiques, ceux qui ont le sens de l'État, à voir la réalité en face. La situation est tellement chaotique que tout doit être remis à plat. Quand on parle même des leviers juridiques, le droit d'asile qui a été conçu en 1948 correspondait à un contexte totalement différent. Et si on prend un peu de hauteur, donc on a un continent, l'Europe, et on a un continent, l'Afrique. Et une partie de l'Afrique passe à côté du développement, n'est pas entrée dans la transition démographique. Donc ce sont des masses qui ont peu de devenir, qui sont confrontés pour partie à la misère, et bien qui sont tentés de venir. Mais quand j'en parle de masse, on va être sur des masses de plusieurs centaines de millions d'individus. Alors il y a des pays qui heureusement sont stables, mais vous avez déjà une immigration intra-africaine, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont déstabilisés par des flux venant d'autres pays. Je rentre du Sénégal, le sud Sénégal. Il y a un discours aujourd'hui très ferme, car il y a une logique de grand remplacement. Vous avez plus de 40% maintenant d'étrangers dans le sud du Sénégal. Les Sénégalais se posent la question. Quand on est à Mayotte, le grand remplacement est effectif. Plus de 50% de la population est d'origine étrangère. Bon, ça amène d'ailleurs des chocs. Et on a également... De nationalité étrangère, parce que d'origine, c'est comme ils sont de nationalité étrangère. Une femme sur deux est comorienne dans les maternités, nous disait hier un habitant. Quand on prend Mayotte, alors on expulse environ 25 000 vers les Comores par an. Mais on ne sait pas ce qui rentre. La population actuellement, on pense à 400 000 habitants. 323. Bon, non, mais là, au 1er janvier. Oui, mais moi j'ai eu des retours. En fait, le recensement, tout le monde se pose la question sur l'effectivité du recensement. On est déjà dans une situation totalement chaotique s'agissant des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus
l'eau suffisante pour alimenter la population. On est sur des services publics saturés. On est comme ce que j'ai vu au Tchad. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme au Tchad, il y a une démographie galopante comme au Niger, eh bien, la moitié, il y a des élèves qui vont le matin à l'école, et puis l'après-midi, c'est une autre moitié. Sachant que dans ces pays-là, d'ailleurs, eh bien, on priorise les garçons. J'espère que ça n'arrivera pas à Mayotte. C'est-à-dire que les filles sont laissées de côté. Donc là, je crois qu'Édouard Philippe est devant une situation... Alors, on aurait pu anticiper, parce que ça fait 15, 20 ans, 30 ans qu'il y a des signes avant-coureurs. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que va faire l'Europe, qui n'est pas un territoire, qui est un espace? C'est intéressant le vocabulaire. Sachant qu'on a transféré notre souveraineté s'agissant de l'immigration à l'Europe, eh bien, l'Europe n'a jamais pris ses responsabilités, il ne s'est jamais donné les moyens de protéger les frontières extérieures. Vous voyez, il y a un paradoxe. On parle de dissuasion nucléaire. Donc, ça, c'est encore une fonction majeure de souveraineté. Mais quand un pays comme la France est incapable de contrôler les flux, il faut aller voir à Calais, il faut aller dans le sud de la France, il faut voir ce qui se passe en région parisienne. Il y a environ 1 million d'irréguliers en France. Et je terminerai sur un fait, c'est-à-dire que quand on parle de projection démographique, sans évoquer le choc culturel, qui est une évidence, quand rentre 1 million de jeunes en France, de jeunes adultes, il faut raisonner en comparaison avec les classes d'âge. C'est-à-dire, on dit 1 million sur 60 millions. Non, il faut raisonner 1 million de jeunes de 18 à 20 ans par rapport à des Français de 18 à 20 ans. Et là, si vous faites une projection à 15-20 ans, vous êtes dans une logique de grand remplacement. Alors c'est très intéressant. Et ma question peut-être pour clore, c'est-à-dire que Édouard Philippe regarde Mayotte avec des yeux différents, j'ai le sentiment, que le continent, que la métropole. Or, est-ce que Mayotte, c'est pas un peu ce qu'attend l'Hexagone, ce qu'attend ici en métropole la France? Est-ce que c'est pas l'avenir de la France qu'on est en train de voir à Mayotte au fond? Est-ce que les annonces, les mesures pour Mayotte prononcées par Édouard Philippe, pour résumer, fermer les vannes de l'immigration, il ne faudrait pas aussi l'appliquer ici sur l'Hexagone en France, lorsque l'on voit ce qui est en train de se jouer à Ceuta et ces nouveaux flux migratoires? Il y a autre chose qui se joue aussi, je répondrai, qu'on met de côté, les Européens doivent le prendre au sérieux. Il y a 90 millions de personnes qui sont menacées par des possibilités de prise de pouvoir par des djihadistes, par des islamistes au Sahel, et qui ne sont pas très loin de la Méditerranée, ils ne sont pas très loin. On se rappelle en 2015, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, il y avait des millions de personnes qui sont venues vers l'Europe. Mais si le Sahel bascule, le Mali surtout, sur un port de Bamako, on n'aura pas des 1000, pas 70 000. On aura des millions de personnes si l'Europe ne se prépare pas. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, pour faire le lien, effectivement, le sujet de l'immigration est un sujet d'actualité qu'il faut prendre avec sérieux, sans idéologie. On ne peut pas accepter de recevoir sur notre territoire des personnes qui ne respectent pas nos libertés, qui ne respectent pas nos démocraties, qui ne respectent pas nos femmes et qui ne respectent pas notre histoire. Et j'ajouterais qu'on ne peut pas accueillir, puisqu'on voit que les limites aussi sont atteintes quelque part de l'infrastructure. On l'a vu à Paris. Quelques secondes. Pour clore, parce qu'on va avancer sur le dossier économique ensuite. Je veux dire quelque chose. Karim Maloum et Général Bertrand Cavalier. Pour répondre, je comprends parfaitement qu'un pays n'a pas les moyens de capacité de recevoir. Moi, ça ne me gênerait pas, dans l'absolu, d'accueillir 1 million de personnes qui respectent nos lois que d'accueillir 10 000 personnes qui ne respectent rien, qui nous créent des problèmes. Et c'est ça l'enjeu. Parce que si les gens se sont intégrés, se sont assimilés, parce que l'histoire de France, c'est l'histoire d'assimilation. Si les gens sont assimilés, il ne se posera aucun problème. Ils seront fiers. Moi, je suis devenu franchise, j'en suis fier. Tout simplement. C'est pas le nombre. Hein. Allez, Général Bertrand Cavalier pour clore, et on va s'interroger sur l'économie française. Est-ce qu'elle est clairement en danger et qui va trinquer? Mais avant, sur la question de l'immigration, Général Bertrand Cavalier pour clore. En fait, on a dédiabolisé la question de l'immigration. Ce qu'a fait Édouard Philippe est fondamental. Il va faire bouger toutes les lignes. Maintenant, un pays doit maîtriser, contrôler les flux migratoires. Et c'est vrai que le critère d'adhésion aux valeurs est fondamental. Bien sûr. Moi, je vais souvent à Madagascar. Il y a 200 à 300 000 Malgaches en France. On n'en entend jamais parler. Il faut tenir un langage objectif, un langage de vérité. Il y a des gens qui s'assimilent mieux que d'autres et il y a des gens qui sont dans une culture antagoniste. Mais ce n'est pas une histoire de bien ou de mal. Ils pensent différemment. Vous faites venir 1 million d'Afghans, eh bien vous verrez que la rue changera. Bon, donc le politique maintenant doit assumer. Il en va, c'est bien beau des grandes messes sur la dissuasion,
Maintenant, c'est vital pour la France de maîtriser, comme le fait le Danemark, comme tous les pays. Mais c'est aussi un défi pour des pays africains. Et je terminerai, ça va être un défi pour le Maghreb lui-même. Absolument. Parce que le Maghreb entre dans la transition démographique. Le Maroc, par exemple, qui connaît comme un développement, il faut quand même le saluer, eh bien, va être confronté également avec ces problèmes sur ses frontières sud. Et ce sera un enjeu sans aucun doute de la campagne présidentielle. Et cela a déjà commencé, vous l'avez compris.